Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Café Sapiens. Alors, l'Institut Sapiens a une punchline qui est remettre l'humain au cœur du numérique. Remettre l'humain au cœur du numérique, eh bien, ça nous amène tout naturellement au thème de la data, de l'intelligence artificielle. Alors, je vais vous dire, ce n'est ni le premier ni le dernier Café Sapiens consacré à cette thématique. La révolution numérique, les data, eh bien, ça impacte tous les domaines, la politique, la géopolitique, le sociétal, la philosophie et bien entendu l'entreprise. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la data dans le monde de l'entreprise. Nous serons pragmatiques et je le ferai avec le regard croisé d'un enseignant et d'un praticien. J'ai le plaisir en effet d'accueillir aujourd'hui Vincent Fréteau, professeur à HEC Paris, et Jérôme Lafont, directeur technique du pionnier et leader de l'assurance directe, Direct Assurance. Alors, tout d'abord, quelques mots de présentation de nos invités. Alors, Vincent Fréteau, tu viens de publier un bouquin, un guide, je dirais, très synthétique et illustré sur la data science et l'IA pour les managers. Et peux-tu te présenter rapidement? Oui, donc je suis professeur associé à HEC, également consultant, conférencier, auteur depuis peu. À HEC, je suis directeur scientifique du Master Science Data Science for Business, qui est un programme en 2 ans conjoint avec l'École Polytechnique et HEC. Je m'occupe de certificats, d'académie et puis les cours dans toutes les grandes majeures, les cours d'introduction à la data dans toutes les grandes majeures finance, stratégie de HEC. Et pour faire ces cours, bien évidemment, j'ai lu beaucoup de livres et autres. Et à chaque fois, j'ai fait le constat que passé le premier chapitre, on avait soit des formules mathématiques un petit peu compliquées, soit des lignes de code absolument incompréhensibles, soit même les deux. Et donc, je me suis dit qu'il y avait une nécessité d'écrire un livre pour les personnes qui n'ont pas vocation à devenir des data scientists, mais qui vont devoir utiliser la data et l'intelligence artificielle dans le cadre de projets, dans le cadre de leur travail en entreprise. Merci Vincent. Et Jérôme, quel est ton parcours? Alors, Jérôme Lafont, je travaille aujourd'hui chez Direct Assurance, comme tu l'as dit, Raphaël. Déjà, je voulais te remercier de nous inviter aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir. Moi, c'est la première fois que je suis convié à l'Institut Sapiens, donc un grand merci. Je travaille aujourd'hui chez Direct Assurance, où je suis le directeur technique. Je gère les équipes qui font les prix que vous voyez quand vous faites un devis en ligne sur Direct Assurance pour une offre auto, habitation ou santé. Donc, c'est à la fois dans mon équipe qu'on va essayer d'estimer le risque d'accident, de l'accidentologie de nos clients. Et c'est également là où on va avoir toute une sophistication tarifaire, toute une segmentation de ce risque sur tout un tas de critères qui sont en général des critères que vous avez dans le questionnaire, mais pas que. Et avant ça, de formation, je suis ingénieur et j'ai travaillé avant dans d'autres industries. J'ai travaillé dans la finance de marché, j'ai travaillé dans la publicité en ligne chez Criteo et j'ai travaillé aussi au groupe AXA sur le véhicule connecté. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des expériences très variées. Et en tout cas, pour moi, c'est un moteur aussi de pouvoir changer de secteur régulièrement. Et c'est aussi une chance, je trouve, dans les métiers de la data et de l'analyse de données, de pouvoir comme ça naviguer d'une industrie à une autre. Enfin, je trouve qu'on a vraiment cette chance. Et je suis Raphaël Krivine, j'anime régulièrement des cafés Sapiens. Alors, le déroulé de cette session va être classique. En premier, eh bien, nous aurons en quelque sorte un mini cours magistral, un pitch magistral de Vincent Fréteau pour partager les concepts clés on partagera en quelque sorte le même socle d'informations. Ensuite, j'enchaînerai sur une série de questions pour nos invités. Et puis, évidemment, vous pouvez, vous, public de Sapiens en direct, vous pouvez poser vos questions dans le fil de discussion et nous essayerons, avec nos invités, d'y répondre à la fin de cette émission. Alors, Vincent, c'est the floor is yours. À toi de… Très bien. Écoutez, on va commencer par la science des données, la data science, qui consiste en fait à extraire de la connaissance, à extraire du savoir à partir des données pour impacter l'environnement, les entreprises ou la société au sens large du terme. Alors, la data science, on en fait depuis très longtemps, plusieurs décennies. L'exemple typique, c'est les prévisions météorologiques. On a un ensemble de capteurs sur le territoire, on analyse des images satellites et il y a un gros algorithme qui traite tout ça et qui est capable de faire des prévisions sur la durée.
Alors, j'aime à dire que la data, c'est un peu le pétrole du 21e siècle. Et pour illustrer ça, si on regarde par exemple les principales capitalisations boursières des entreprises au niveau mondial, en 2008, on avait dans le top 10 principalement des sociétés pétrolières ou des sociétés gazières. À partir de 2016, ce sont les GAFAM qui trustent les premières places. Et si on regarde l'évolution entre 2016 et 2021, l'ensemble de ces capitalisations boursières, de ces acteurs dont le business est vraiment fondé sur la data, était en croissance annuelle moyenne de 33%. Donc, on a des grosses entreprises qui génèrent énormément de chiffre d'affaires, qui sont extrêmement fortement valorisées, qui du coup ont un impact sur le monde aujourd'hui. Alors, la data science, c'est compliqué. C'est complexe parce que c'est je dirais à la croisée de trois domaines qui sont eux aussi complexes, que sont les mathématiques déjà, statistiques, probabilité, algèbre linéaire, l'informatique, l'informatique en soi, c'est quelque chose de très complexe, et l'expertise métier de chaque domaine. Et donc, la data science est au carrefour de ces trois domaines complexes, donc la data science est elle-même aussi compliquée. Alors, clarifier les principaux termes, quand on parle d'intelligence artificielle, de machine learning et de deep learning, pour essayer de clarifier les choses. L'intelligence artificielle consiste en fait à créer des systèmes qui vont reproduire les capacités cognitives de l'être humain. Et on a des systèmes qui ont commencé, des systèmes qu'on appelait systèmes experts, qui ont commencé dans les années 60-70, qui consistaient pour les construire à interroger des experts, extraire leur expertise, comme par exemple des médecins sur la façon dont ils prédisaient des maladies sur des analyses sanguines, par exemple. Eh bien, on codait ces règles qui étaient données par les experts directement dans des programmes. On faisait des systèmes experts. Et puis, arrivé plus tard, donc après les années 2000, on a la data science qui est arrivée. Et là, on a donc un sous-ensemble de l'intelligence artificielle qui s'appelle le machine learning, qui, lui, en fait, est basé non pas sur les règles des experts, mais sur la donnée. Et en machine learning, c'est un algorithme qui va utiliser des théories statistiques et qui va extraire des informations intéressantes dans les données. Par exemple, le calcul du moyenne est une information extraite des données. L'exemple typique, c'est l'algorithme de régression linéaire. Vous savez, il y a un nuage de points et on essaie de trouver la droite qui approxime le mieux ces points. Et au sein de ces algorithmes de machine learning, il y a une sous-catégorie qui s'appelle le deep learning. Donc, on a IA, machine learning, deep learning, et le deep learning fonctionne un petit peu différemment parce que ce ne sont pas des algorithmes statistiques, ce sont des réseaux de neurones artificiels. Donc, on essaie vraiment de reproduire le fonctionnement du cerveau humain pour pouvoir extraire les informations directement dans les données. Alors, pourquoi on utilise le deep learning avec ces réseaux de neurones? Parce que quand les données sont soit très complexes, des images très haute résolution par exemple, des vidéos avec des flux très importants, soit très volumiques, c'est-à-dire on a des millions et des millions de photos, eh bien, les algorithmes classiques statistiques de machine learning vont saturer. Ils ne vont plus être performants, ils ne vont pas y arriver. Et donc, le deep learning prend un peu le relais à partir du moment où soit la complexité, soit le volume, soit les deux, dans les données, nécessitent une autre technologie. Et juste pour conclure, sur ce deep learning, par exemple, dans les voitures autonomes, on utilisait initialement du machine learning. Donc des algorithmes statistiques, et puis avec l'apparition de nouveaux capteurs, avec des capteurs plus puissants qui envoient beaucoup plus d'informations, on a été obligé de passer au deep learning. Donc aujourd'hui, dans les voitures autonomes, il n'y a quasiment plus de machine learning, mais quasiment que du deep learning. Voilà, donc intelligence artificielle, et au sein de l'intelligence artificielle, un sous-domaine qui utilise la donnée avec le machine learning, et un sous-domaine du machine learning qui est le deep learning. Merci Vincent. Alors, je me retourne vers toi, Jérôme. L'assurance consomme de la data depuis des dizaines d'années. Je crois que le groupe Drouot en France a installé ses premiers ordinateurs en 1956. Donc, ça remonte à des dizaines d'années. Les actuaires sont les personnes en charge de traiter la data pour effectivement, comme tu disais, faire les prix. Où en est aujourd'hui Direct Assurance? Où se situez-vous? Direct Assurance, ou d'ailleurs d'autres compagnies d'assurance, mais où se situe aujourd'hui le secteur? Pourquoi pas par rapport aux trois dimensions qu'on vient de voir? Alors, tu as tout à fait raison. La donnée, l'exploitation de la donnée, c'est le core business, c'est au cœur de l'assurance depuis toujours. Et du coup, les techniques qui ont été employées ont évolué à travers le temps. Alors,
moi, je travaille dans l'assurance depuis assez peu de temps, donc je ne saurais pas dire dans les années 50, 60, qu'est-ce qu'ils utilisaient. J'imagine qu'ils avaient des sortes de tableurs pour trouver des corrélations, etc., dans les données. Maintenant, aujourd'hui, les données utilisent, enfin, les actuaires et les data scientists utilisent traditionnellement des modèles linéaires, c'est ce que tu mentionnais au début, et sont en train de passer leur modélisation plutôt sur du machine learning pour bénéficier de plus de variables, des effets justement non linéaires dans les interactions entre les variables et aller être beaucoup plus précis dans la prédiction de la sinistralité. Et j'ai bien aimé le point que tu as mentionné sur à la fois la partie mathématique, mais aussi la partie informatique. Et c'est là-dessus, je pense, par rapport à des grands acteurs GAFAM, je pense que le secteur de l'assurance, de ce que j'en vois, est finalement très mature sur la modélisation mathématique, parce qu'il y a toute cette tradition, cette histoire et cette expertise. En revanche, sur la partie technologique, qui va être autour de l'industrialisation, l'automatisation des tâches et des processus, là, je pense que notre industrie a encore à progresser pour aller au niveau des GAFAM notamment. Et je donne juste un exemple, mais s'il faut 10 mois ou un an à une équipe de 10 personnes pour mettre à jour un modèle juste parce que les données ont changé, parce qu'on n'a pas toute la tuyauterie qui va bien pour que ce soit automatisé et que ça demande des tâches, des traitements humains faits non par des data scientists. Ça, c'est un problème, c'est un frein pour le développement de l'entreprise. Et donc, c'est là où nous, en tout cas, on travaille. Et je pense que tous les assureurs investissent beaucoup là-dedans aussi. Très bien. Et alors, c'est peut-être anecdotique, mais en même temps symbolique, mais finalement, pendant une dizaine d'années, en France, on disait données. Moi, parce que je suis meurisien, on disait le modèle conceptuel de données. Et puis, je ne sais pas quand on s'est mis à dire data. Alors, je voyais, est-ce que c'est à cause du big data? Je voyais que la première fois qu'on utilisait big data, c'était 1997. Et peut-être aussi le cloud qui finalement a donné une capacité incroyable qui a boosté finalement la capacité des métiers à exploiter la data. Tu le situerais à peu près. Oui, c'est ça. En fait, effectivement, on a parlé de big data fin des années 90, c'est un peu démocratisé début des années 2000. Pour que le terme data tout seul ou data science soit utilisé, il faut plutôt attendre les années 2010. Avec une démocratisation. Alors, on fait de la data science et avec les statistiques depuis des décennies, voire même des siècles. Simplement, on le faisait à la main, donc c'était juste beaucoup plus lent. Et puis après, avec l'arrivée des ordinateurs, ça a été une des principales utilisations en fait des ordinateurs pour faire ces calculs statistiques. Le tournant, pour moi, s'est produit à la fin des années 2000, début des années 2010, lorsqu'on a eu l'explosion de la production au niveau mondial des données, avec tous les ordinateurs, les smartphones qui sont mis à générer beaucoup de données. Et du coup, on a un volume de données digitalisées qui a été suffisamment conséquent pour permettre d'alimenter les algorithmes, qui avant n'avaient que des données papier ou classiques, je dirais, pas du tout numérisées. Et ça, combiné avec l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs, on a du coup été en capacité de faire tourner des algorithmes qui avaient été définis au niveau théorique dans les années 60-70, mais qui, par manque de données et par manque de puissance de calcul, ne tournaient pas. Et donc, à partir du moment où on a eu ces données, on a eu cette puissance de calcul, à partir des années 2010, là, on a été en capacité de mettre en place des algorithmes complexes, performants et qui nécessitaient beaucoup d'énergie. Oui, d'ailleurs, Enrico Macias va bientôt sortir une nouvelle version de sa chanson Le mendiant de l'amour. Data, data, data. God will pay you back. Bref, pour plus sérieux, et un sujet que nous n'avons pas encore abordé, alors c'est peut-être tarte à la crème, il y a un très bon Café Sapiens avec Olivier Babot et Laurent Alexandre qui est consacré, c'est évidemment ChatGPT, et je ne peux pas ne pas vous interroger sur le sujet. Donc, premièrement, Vincent, ChatGPT par rapport à cette catégorisation. Oui, je sais, voilà, exactement. Effectivement. Eh bien, je disais, l'intelligence artificielle a pour but de reproduire les capacités cognitives du cerveau humain. On a l'intelligence naturelle qui est multidimensionnelle. On ne parle pas d'une intelligence, il y a plusieurs intelligences. Du coup, l'intelligence artificielle est aussi multidimensionnelle. Et il y a certains domaines sur lesquels l'intelligence artificielle est très bonne. Si on prend le domaine de logique mathématique,
Le premier ordinateur a battu le grand maître Kasparov en 97. À l'époque, d'ailleurs, on avait dit, bon, OK pour les échecs, mais s'il y a bien un jeu sur lequel l'ordinateur ne battra jamais un être humain, c'est le Go. Et exactement moins de 20 ans plus tard, en 2016, Lee Sedol s'est fait battre par Google DeepMind. Sur tout ce qui est créativité, c'est un peu plus compliqué, mais c'est en train de monter en puissance. Vous avez le classique Midjourney qui permet de créer des images aujourd'hui de très bonne qualité. En robotique aussi, on a l'intelligence artificielle arrive bien à reproduire. Allez voir les vidéos très amusantes de Boston Robotics, qui sont avec qui est une boîte américaine qui a été rachetée par des Sud-Coréens, avec des choses très intéressantes. Et puis, voilà, donc différents domaines. ChatGPT, c'est quoi par rapport à ce qu'on a dit? Mais en fait, c'est un super réseau de neurones très puissant. Donc, on est bien dans le deep learning, hein, c'est la couche la plus basse. On parle de 175 milliards de paramètres, donc vous voyez, c'est assez conséquent pour la version 3.5 qui était sortie en novembre l'année dernière. On parle avec la version 4 de mars de 5 à 10 fois plus. D'ailleurs, OpenAI qui édite ChatGPT n'a pas communiqué sur le nombre de paramètres, mais bon, ça grossit. Et ce réseau de neurones a été surentraîné, super entraîné sur un volume très conséquent de données. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été aussi entraîné, mais avec des interventions humaines pour le corriger, pour l'améliorer, pour faire en sorte qu'il soit encore plus pertinent. Donc, on a un modèle qui a été, je dirais, renforcé pour du coup, être encore plus pertinent. Alors, pour moi, je ne vais pas vous dire ChatGPT, voilà, l'utilisation, tout ça, tout le monde a testé ou peut tester, c'est assez intéressant. Simplement, je voudrais insister pourquoi, pour moi, c'est une vraie rupture, pour 3 raisons. La première, c'est qu'on a, avec ChatGPT, une intelligence artificielle, et c'est la première, qui est accessible à tout le monde. Hein, c'est l'application qui a été le plus utilisée le plus rapidement dans le monde, de toutes les applications depuis la nuit des temps. Hein. Et aujourd'hui, vous avez des jeunes de 7-8 ans qui peuvent l'utiliser comme des professionnels. Donc, première chose, l'accessibilité. Le deuxième point qui est important, c'est qu'on a une IA qui est bonne sur ce qu'on appelle les données non structurées, c'est-à-dire le texte, et puis maintenant, avec la version 4, avec les images. Ça, c'est vraiment la deuxième grosse rupture. Et enfin, le fait qu'on a une IA qui sait faire plusieurs choses. Elle sait générer du contenu, elle sait traduire très bien d'ailleurs, elle sait générer du code informatique. Et donc, du coup, on s'approche vers ce qu'on appelle l'intelligence générale, c'est-à-dire non pas une intelligence. Aujourd'hui, on a plutôt des intelligences spécifiques. Une intelligence, un programme très bon en Go ne sera pas bon aux échecs et ne sera incapable de conduire une voiture autonome. Et donc, avec ChatGPT, on s'approche de cette intelligence générale, au sens général, dans le sens de ce que sait faire l'intelligence humaine. On s'en approche un peu, et c'est d'ailleurs pour ça que ça fait peur, et que d'ailleurs les créateurs de ces systèmes aujourd'hui demandent qu'éventuellement, enfin, on freine un peu les choses, qu'on réfléchisse plus et autres. Alors, les usages explosent dans la vie courante, dans la vie de l'entreprise. Et pour moi, ce n'est qu'un début. Il va y avoir des impacts organisationnels importants, un peu comme quand les robots sont entrés dans les usines. Hein, ça a un peu bouleversé les choses. Ça va remettre en cause le savoir, la production de contenu et accessoirement la manière d'enseigner les choses. Alors, effectivement, question subsidiaire pour toi. Les étudiants, je pense qu'ils sont déjà dessus. Et ça, c'était les premiers, oui. voilà, donc, alors, c'est des étudiants augmentés et ça leur fait finalement des assistants. ChatGPT devient un peu un assistant pour eux, pour les aider à faire des synthèses, etc. Alors, quelle est la position de l'institution HEC par rapport à ça? C'est dire interdit, on va chasser l'utilisation de ChatGPT, ou c'est allez-y, vous êtes inscrit à un master en science, donc utilisez-le. Alors, en fait, je vais parler un peu des écoles et non pas uniquement de HEC. Et il y a différentes stratégies dans ces différentes écoles ou universités, et qui vont du bannissement jusqu'à la recommandation à l'utilisation. Alors, moi, à titre personnel, je l'encourage, bien sûr. D'abord, parce que je pense que c'est impossible de l'interdire, très clairement. Et du coup, pour moi, c'est un peu comme si on interdisait l'usage de la calculatrice, d'Excel ou de Google. C'est vain d'essayer de le faire. Et donc, il faut s'adapter. Et du coup, moi, je l'encourage parce que je pense que les étudiants vont pouvoir aller plus loin, plus vite, être plus impactants dans tout ce qu'ils vont faire, notamment dans l'acquisition de compétences. Et également, je pense que ça va relever le niveau de qualité de leur réflexion. Ok, alors, Jérôme, est-ce que
tu es toi-même utilisateur à titre professionnel de ChatGPT? Est-ce que tes collaborateurs l'utilisent? Est-ce qu'au sein de ton entreprise, il y a déjà des usages? Est-ce que tu peux en parler de manière non Bien sûr. confidentielle? Alors, déjà, je pense que il y a pas eu, enfin, il y a peu d'entreprises qui se posent pas la question aujourd'hui de qu'est-ce que ça va changer pour eux et comment ils pourraient tirer parti d'outils comme ChatGPT. Donc, nous, on se la pose également. On voit deux domaines, ou en tout cas deux types d'applications où ça pourrait nous être utile en interne pour nos collaborateurs. Tu l'as mentionné, notamment la production de code, mais on peut aujourd'hui dire à ChatGPT, code-moi en Python je sais pas moi, quelque chose qui va me permettre de trier de la donnée de telle manière ou qui va me permettre d'aller récupérer telle donnée sur un site internet automatiquement. Et donc ça, ChatGPT le fait. Alors le code est pas forcément sera pas le même que on va dire un développeur qui a beaucoup d'expérience, qui codera, je pense, un peu mieux et qui adaptera son code pour son entreprise. Mais pour quelqu'un qui vraiment démarre, soit des étudiants, soit des gens assez juniors sur un langage, ça, c'est très bien pour les aider. Ça remplace, ça peut aider à remplacer des sites comme Stack Overflow où on va aller chercher des informations. Il va falloir faire des copier-coller dans tous les sens. Donc ça, nous, dans, enfin, dans le milieu, il y a un outil qui s'appelle GitHub qui permet de centraliser du code pour une équipe. Et donc GitHub a un add-on qui s'appelle Copilot qui embarque ChatGPT. Et ça, par exemple, nous, on aimerait bien le tester pour voir si ça pourrait nous aider. Après, l'autre type d'application qu'on voit, c'est pour nos clients. Les contrats d'assurance, notamment, c'est assez compliqué. Les gens se posent des questions à la souscription au sinistre et ils nous appellent. On a des très gros plateaux téléphoniques dont une bonne partie du travail est de faire de la pédagogie, d'expliquer aux clients différents cas, de faire de la recommandation en fonction de leurs besoins. Et là, on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec des outils comme ça, d'avoir un chat GPT entraîné sur nos contrats, par exemple, pour pouvoir fournir à nos clients plus facilement des réponses aux questions qui se posent. Très bien. Je propose maintenant qu'on aille sur un axe plus organisationnel. Finalement, les entreprises, ce sont des femmes et des hommes et on est toujours à la recherche de l'organisation optimale. Est-ce que tu as observé dans les différentes organisations avec lesquelles tu travailles comme consultant via tes étudiants, est-ce que tu as une idée, tu peux partager avec nous ta vision d'organisation idéale ou en tout cas des organisations qui fonctionnent pour transformer ces boîtes grâce à l'intelligence artificielle et à la data? Alors, en gros, il y a deux écoles. Avec la première, la centralisation, où on va faire une équipe centrale avec une informatique centrale. Pourquoi? Parce que ce sont des ressources à la fois humaines et matérielles qui coûtent cher. Et donc, on va essayer de mutualiser au maximum, donc dans une approche très centralisée. Et puis, en même temps, il y a une autre école qui consiste à, au contraire, décentraliser, c'est-à-dire mettre les data scientists ou les data analysts au plus proche du business, dans les business units, dans les différentes entreprises, dans les différents départements. Et en fait, pour moi, ce n'est pas vraiment deux écoles, c'est plutôt deux séquences de la montée en puissance de la data dans les entreprises. C'est-à-dire que pour commencer, effectivement, comme les ressources sont rares et chères, on va les mutualiser. Et puis, à un moment donné, quand elles vont être suffisamment opérationnelles, on va essayer de se rapprocher du business et de les déployer pour avoir des personnes, des ressources informatiques qui soient au plus près des métiers. Parce que c'est dans les métiers que les projets data vont naître, que les idées d'utilisation de la data vont prendre leur source et que du coup, c'est au niveau du business qu'il va falloir avoir et les hommes et le matériel et la technologie pour utiliser au mieux la data dans le business. Jérôme, qu'est-ce que cela t'inspire? Oui, je te rejoins et ce mode décentralisé où on a les data scientists qui sont côte à côte avec les équipes métiers, de ce que j'ai vu, c'est les modèles qui marchent bien parce que c'est là où on se parle le mieux. Et donc, ça, je te rejoins là-dessus. Alors, je n'avais pas vu ça comme une maturité plus avancée, mais ça peut s'entendre. Après, je ne pense pas qu'il y ait un mode d'organisation qui marche toujours ou un mode qui ne marche jamais. Je pense aussi qu'il y a des principes clés, ou en tout cas, il y a des grands principes qui font que ça fonctionne. Et dans ce que j'ai vu, en tout cas, dans mon expérience, avoir de l'autonomie, de la responsabilité pour les équipes et de la valorisation de l'expertise technique, c'est des choses qui ne sont pas forcément innées au sein d'une entreprise qui n'a pas une culture d'ingénierie ou de data. Et pourtant, c'est des facteurs clés pour réussir.
Et je vous donne un exemple, chez Criteo, par exemple, l'équipe qui faisait les systèmes d'information, d'analyse de données, les bases de données, qui faisait les métriques pour les clients, tout ça, c'était une seule équipe de 5 ingénieurs assis côte à côte qui faisaient tout de A à Z, et ça marchait très, très bien. Mais c'était aussi des gens très seniors qui étaient valorisés, qui avaient des bonnes conditions de travail, qui étaient mis aussi en valeur dans l'entreprise. Et j'ai aussi vu d'autres entreprises où, pour faire la même chose, c'était cloisonné et réparti sur différents départements, des fois dans différents pays. Et ça, c'est beaucoup plus dur en fait, de faire fonctionner des projets et de faire avancer des projets. Je trouve qu'on pénalise avec ces modes-là la réussite du projet. C'est plus compliqué. Et au sein de ton entreprise actuelle, hein, tu es actuellement côté métier, mais il y a aussi un Chief Data Officer, tu me disais, qui est à l'informatique et en quelque sorte qui produit tout l'environnement, structure les données, etc. Tu peux peut-être nous Exactement. préciser Alors, comment vous articulez, comment vous bossez ensemble? Exactement. Donc, chez Direct Assurance, il y a l'ADSI qui Mhm. va maintenir tous les systèmes informatiques, le site Internet, les bases de données derrière pour ce qu'on appelle la production, c'est-à-dire quand vous allez demander un devis, appeler un conseiller au téléphone, etc. Tous les systèmes informatiques derrière, c'est notre DSI. Cette DSI, elle produit des données dans les systèmes. Et cette donnée, pour qu'elle soit exploitée, il faut la transférer ailleurs. Et ça, c'est justement l'équipe dont tu parles, de notre Chief Data Officer, qui va s'occuper de transférer cette donnée dans un endroit que nous, on appelle un data lake. Donc, c'est de la donnée qui vit à l'intérieur des systèmes de production qu'on sort, qu'on dépose et qu'on structure dans un endroit qui est uniquement dédié à l'analyse de la donnée. Et nous, en tant qu'équipe tarification, on va être utilisateur de cette donnée. Donc, on va être un peu client de cette direction Chief Data Officer. Alors, j'avais envie aussi de vous interroger sur finalement la maturité des boîtes en termes d'utilisation des modèles. Ça veut dire, on parle deep learning, etc. Mais aujourd'hui, quand tu interroges les boîtes, que tu rencontres des experts, etc., où en sont les boîtes finalement en termes de maturité. maturité. Ouais. Alors, effectivement, je trouve pas très loin, justement. Et tu évoquais tout à l'heure les modèles linéaires. Et c'est vrai que, par exemple, là, j'étais en début avril en Learning Expedition. Donc, on se promène avec les étudiants. On était à Londres dans différentes entreprises. Et nous étions dans un fonds d'investissement très célèbre. Et lorsqu'on leur a demandé, enfin, les étudiants leur ont demandé finalement quelle technologie, est-ce que c'est du machine learning, deep learning, on a été très surpris d'entendre que, en fait, ils font quasiment que du modèle linéaire et ils s'interdisent de faire du deep learning. Ils n'en font pas du tout. Donc, en fait, ils font de la data science, mais je dirais un peu les basiques, mais entre autres parce que ça répond à leurs besoins, tout simplement. Donc, ça ne sert à rien d'aller lancer des gros algorithmes, des gros calculs sur des grosses machines si les choses simples fonctionnent. Et en fait, pour moi, ça dépend en fait dans les entreprises du niveau de compétence des data scientists. C'est-à-dire que là, il semblerait que dans ce fonds, en fait, les data scientists soient des anciens financiers qui se sont mis à la data science. Alors que si vous créez des structures, des organisations data science avec des data scientists purs, je dirais, là, ils vont avoir tendance à vouloir pousser l'utilisation de modèles un peu performants, un peu innovants. Donc, en fait, pour moi, le niveau d'algorithme utilisé est fonction des compétences des data scientists qui sont présents dans l'entreprise. Un commentaire? Oui, pour compléter ce que tu dis, je te rejoins et je pense qu'aussi, il y a une culture et une stratégie d'entreprise qui a en fait un fort impact sur la réussite de ce genre de projet. Au-delà d'avoir, bien sûr, c'est important d'avoir des data scientists expérimentés qui sont capables d'avoir différentes options à proposer. Mais je pense que c'est aussi très important d'avoir vraiment derrière une direction qui investit, qui a une véritable stratégie business qui a déjà en tête ce qu'elle veut faire avec tel ou tel service numérique. Et c'est ça qui permet, je trouve, vraiment d'aller au bout plutôt que de vraiment s'appuyer uniquement sur une petite équipe de data scientists, mais sans vraiment lui apporter les moyens et de faire un peu, des fois, du saupoudrage de projets, mais sur une entreprise non transformée. Et moi, il y a un exemple qui m'avait particulièrement marqué, c'est quand j'étais encore étudiant, j'étais aux États-Unis. J'avais fait une partie de mon cursus aux États-Unis, à Atlanta. Et à l'époque, avec mon colocataire, on était abonné à Netflix. Mais à l'époque, c'était dans les années 2006. Netflix, ils envoyaient des DVD par la poste en DVD, on regardait, ensuite on mettait dans notre boîte à lettres et le facteur venait le chercher et le reprenait. Et
avec l'essor de l'Internet à grande vitesse, du streaming vidéo, Netflix s'est lancé dans un nouveau business. Et en fait, ils ont transformé, enfin, c'est pour moi un des plus grands exemples de transformation industrielle d'une entreprise. Ils ont pivoté complètement leur modèle, alors que c'était une entreprise établie, c'était le vidéo futur en ligne américain qui marchait bien. Et aujourd'hui, c'est un des leaders du streaming en ligne. Et c'est aussi parce que les fondateurs et toute la direction avaient un seul objectif, c'était de faire ça, en fait. Toi, quand une compagnie d'assurance est capable de rembourser de manière quasiment instantanée un sinistre en analysant des images, des rayures, etc., on est quand même déjà C'est ça. au-delà de la régression linéaire. Voilà, et en fait, j'en ai pas parlé, mais enfin, j'ai parlé un petit peu au début de la tarification parce que c'est ce qu'on fait dans mon équipe. Mais l'assurance, c'est pas seulement évaluer les risques, c'est aussi un processus, enfin, c'est aussi des parcours clients et des process qui vont avec. Et là-dessus, nous aussi, on a tout un tas d'enjeux qui sont à la fin presque plus complexes à la fois simplifier nos parcours pour nos clients, c'est-à-dire leur poser moins de questions, aller plus vite, etc. Et en même temps, fiabiliser les données qu'on récupère. Et donc, pour ça, on a tout un tas de choses, soit qu'on a déjà en place, soit sur lesquelles on travaille, que ce soit de demander aux clients des photos à la souscription pour avoir l'état initial du véhicule, avec des algorithmes. Alors, du coup, pas des régressions linéaires, parce que ça n'a pas marché sur des images, mais des algorithmes que tu as mentionnés, qui vont aller essayer de mesurer les dommages initiaux sur la voiture, les chiffrer, etc. On a aussi des briques qui font la même chose au moment du sinistre pour automatiquement calculer le prix des sinistres et potentiellement indemniser automatiquement nos clients. Et ça, en fait, on le fait vraiment. Si vous êtes client direct assurance, que vous avez un accident, vous pourrez prendre des photos. On a un système qui s'appelle iDéclat et vous pourrez avoir ce qu'on appelle un gré à gré. Donc, c'est un paiement automatique si vous ne voulez pas aller faire des réparations. Tout ça, c'est entièrement automatisé déjà. Et on a un autre système qu'on est en train d'implémenter à la souscription. C'est quand vous envoyez vos pièces, carte d'identité, permis de conduire, relevé d'informations, d'aller les parcourir automatiquement avec un algorithme qui va en extraire des informations pour vérifier que les données sont cohérentes et accélérer votre souscription. Alors, pour ces parties-là, chez nous et même les assureurs en général, on va plus s'appuyer sur des acteurs du marché parce que c'est très très compliqué et on n'a pas ni la taille ni les moyens pour maîtriser de bout en bout toutes ces technos qui sont finalement un peu éloignées de ce qu'on sait faire traditionnellement. Donc on va plutôt travailler avec des partenaires dont on va intégrer les briques technologiques. Ok, merci Jérôme. Alors, je voulais profiter de ta présence parmi nous pour finalement avoir ta vision j'ai presque envie de dire, du marché français de l'enseignement de la data. En France, on se plaint souvent, on n'est pas toujours très bon dans dans le classement de Shanghai, mais en même temps, en maths, on reste très fort. Or, il y a beaucoup de maths, évidemment, en data. Donc, voilà, quelle est aujourd'hui la santé de l'enseignement de la data en France et j'aurais une question subsidiaire parce que je trouve que c'est très, très intéressant puisque tu t'occupes de ce master de data science et qui est commun à HEC et Polytechnique. Alors, longtemps, on avait l'image en France, les X d'un côté, les HEC de l'autre, mais là, on est sorti du silo et qu'est-ce que ça donne? Comment ça se passe? Alors, effectivement, sur la data et l'IA, en France, on est plutôt bon. On est plutôt bon parce que on a des bons développeurs, hein, donc en informatique, on est plutôt bon. Il y a un bon niveau au maths, effectivement. Et je me souviens toujours quand j'ai visité JP Morgan, la banque à New York en 2019, ils nous ont présenté le département Data Science et les deux patrons du département étaient français. C'était deux Normaliens. Donc, qui ont construit l'équipe Data Science de JP Morgan. Donc, il y a je dirais un historique et une très bonne renommée de l'école française, je dirais. Alors effectivement, avec ce programme Data Science for Business commun à l'école polytechnique et HEC, l'idée initiale, c'est pas moi qui l'ai créée, hein, je l'ai repris la direction un peu plus tard, mais c'était justement de mettre, mettre le meilleur des deux mondes avec un domaine qui est à la croisée de l'ingénieur et du manager. Ce programme est, après 6 ans, numéro 1 en Europe, il est numéro 3 au niveau mondial, derrière deux formations américaines. Donc, on est très bon, mais le problème, c'est la force de frappe. C'est-à-dire que moi, j'ai 70-75 étudiants par an et on forme trop peu de personnes au global. Elles sont
très compétentes. Du coup, elles sont happées par toutes les grandes entreprises au niveau mondial et ne restent pas forcément en France. Alors peut-être un domaine intéressant, c'est la recherche. Dire deux mots sur la recherche, puisque ça bouge beaucoup, notamment avec la création de différents instituts en France, dont le centre HI Paris, c'est HI, point d'exclamation, Paris, qui a été créé justement par l'Institut Polytechnique, avec l'école Polytechnique derrière, et HEC, soutenu par 7 donateurs au niveau de renommée mondiale. Mais maintenant, si on se compare aux US ou à la Chine, je dirais que le niveau d'investissement, il est fonction de la puissance économique des pays. Et du coup, on a beau faire de gros investissements, relativement à ceux des US et de la Chine, c'est nettement moins. C'est pour ça que moi, je milite plutôt à titre personnel sur la mise en place d'investissements au niveau européen qui viendraient soutenir en fait des initiatives locales dans chacun des pays afin pouvoir peser mondialement et avoir une force de frappe et vraiment jouer dans la cour des grands. Alors, quand on est directeur technique dans une grande boîte d'assurance et qu'on cherche à recruter des data scientists, des data analysts, eh bien, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile? Quelle est votre approche? Alors déjà, c'est des métiers très en tension en ce moment, enfin même depuis quelques années, que ce soit des postes, enfin des rôles de data scientist, data analyst, développeur, actuaire. Et par rapport à quand j'ai commencé à travailler il y a une quinzaine d'années, les métiers, c'est vraiment plus en tension aujourd'hui, avec beaucoup de demandes sur le marché et finalement pas tant que ça, plus d'étudiants, il y en a probablement quand même un peu plus, mais c'est surtout la demande qui a énormément augmenté, à la fois dans les entreprises traditionnels, comme des assureurs par exemple, ou des banques, ou des entreprises de BTP, mais également dans des startups. Il y en a pléthore qui se sont créées récemment, enfin souvent dans le numérique, et qui veulent aussi attirer des talents, n'hésitent pas à mettre les moyens. Ils n'ont pas du tout les mêmes contraintes que les grandes entreprises, ils n'ont pas de grille. Ils peuvent mettre beaucoup sur la table, et donc nous, c'est un enjeu. Ce que je vois, c'est sur le recrutement de personnes qui sortent d'école, on n'a pratiquement aucun problème. Enfin, on n'a vraiment pas de problème dès qu'on poste une annonce. On a des bons réseaux dans les écoles. On a toujours plein de candidats et on recrute sans problème. Par contre, il y a vraiment un effet et je le voyais déjà dans mes expériences précédentes, au bout de 3-4 ans, quelqu'un qui est sorti d'école, qui a été dans une entreprise très formatrice, où il a appris à travailler en équipe, il a appris les bonnes pratiques de développement, il a appris à faire des projets concrets sur le terrain. En fait, il a acquis une valeur assez importante, et c'est assez dur de garder des gens comme ça, parce qu'en fait, sur le marché, sa valorisation, elle va prendre 30-40%, et on n'a pas forcément traditionnellement une progression à ce rythme-là chez nous, et donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à offrir aussi des beaux projets, du challenge pour garder les gens. Voilà, donc c'est un peu nos enjeux en ce moment. Et Vincent, est-ce que tu as une idée de la répartition des premiers jobs de tes étudiants, comme quand ils sont diplômés, entre les grandes boîtes françaises CAC 40, les GAFAM aussi, les startups et peut-être les départs vers l'étranger? Oui, il y alors avait des statistiques à partager éventuellement? Oui, alors sur l'étranger, déjà, le fait est, c'est que, notamment, par exemple, dans la formation, j'ai plus d'étrangers que de Français. D'accord. Donc déjà, à la base, voilà, ils ont tendance à repartir chez eux, c'est l'étranger. Même si des fois, certains restent en France, bien évidemment. Quant aux Français, effectivement, ils vont un peu de par le monde. Alors, effectivement, beaucoup les grands de la tech, qui sont très demandeurs de compétences pointues. On a également les grandes entreprises internationales, beaucoup dans la banque, dans l'assurance, c'est vrai, c'est là où il y a des belles équipes internationales avec des beaux projets, mais aussi chez les industriels, avec des projets techniques hyper motivants, hyper intéressants. Un autre grand domaine aussi, c'est le conseil, notamment chez les grands du conseil, les BCG, les McKinsey, mais aussi des des branches spécialisées. Voilà, qui ont des branches spécialisées, exactement, mais aussi des cabinets de plus petite taille, spécialisés sur tel et tel secteur, par exemple. Et puis, il y a également l'opportunité pour ces étudiants de créer des startups avec des idées qui, en se fondant sur la data, ils sont capables de faire des concepts, des business models qui soient vraiment en rupture. Et donc, je dirais, c'est un peu très large, c'est-à-dire toute taille de boîte, tout secteur et tout pays confondu. C'est vraiment très, très… pour eux, le problème, c'est choisir. Vous voyez ce que je veux dire ?
Merci. Alors, l'heure est venue de prendre les questions du public. Donc, je vais me faire le porte-parole de nos auditeurs. Première question. Alors, on en a, bon, perspective, vous pouvez me dire, je passe ou je prends, hein, mais les perspectives sur l'emploi, comment vous les voyez? Bon, c'est tout la peur qu'on peut avoir. ChatGPT, est-ce que ça va tuer des emplois de col blanc, etc. Un avis sur le sujet? Alors oui, 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 absolument, ça va changer les choses, hein, on l'a dit tout à l'heure, ça va impacter des réorganisations, ça va impacter je prends la fonction, par exemple, fonction juridique, on se disait, bon, les juristes voilà, ils ont toujours du travail. Alors, en fait, c'est malheureusement ceux qui ont le plus de soucis à se faire aujourd'hui, assez paradoxalement, puisque ces IA sont capables de générer des contrats ou des pré-contrats de façon très rapide et surtout très efficace. Alors, on a toujours besoin de juristes, bien évidemment, pour relire, finaliser, mais certaines catégories de juristes ne vont plus avoir de job à faire, tout simplement. Après, effectivement, d'autres secteurs vont être impactés. Alors, moi, je pense que dans un premier temps, il ne va pas y avoir de gros impacts négatifs sur l'emploi, mais on va avoir une montée en puissance. C'est un peu ce que tu disais, on va avoir des managers augmentés. Ils vont pouvoir aller plus fort, plus vite. Hein. ChatGPT va être bientôt intégré à la suite Office, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Et on va pouvoir directement dans un fichier Excel demander de créer une formule qui fasse ici, ça. Donc, permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, encore une fois. Donc, je pense qu'à terme, il ne va pas y avoir d'impact si négatif que ça. Par contre, quel va être l'impact de ChatGPT 5, 6 et puis des nouveaux systèmes qui sont en gestation dans les grandes la tech? Ça, malheureusement, je ne peux pas le dire, mais il va y avoir des impacts, c'est obligatoire, effectivement. On a parlé d'assurance, de banque, tu parlais aussi de banque d'investissement. D'après vous, les secteurs économiques qui sont aujourd'hui les plus avancés en matière de deep learning, etc. Est-ce que, j'ai envie de dire, c'est peut-être tout simplement, effectivement, des grands de la tech, hein, Oui. Oui, c'est ça. Et c'est aussi eux qui investissent dans ce secteur. Je crois que Microsoft a investi dans OpenAI, Absolument, Elon très Musk fortement. qui lance sa société concurrente. Voilà, donc c'est avant tout une question de stratégie, d'investissement, de moyens. Et voilà, après, je pense que toutes les entreprises vont suivre, mais ouais, en effet, ceux qui sont vraiment les meneurs de cette révolution, c'est plutôt les GAFAM. C'est la tech, et puis c'est des grandes entreprises qui ont des moyens et pour lesquelles la data est vitale. C'est pour ça que dans la banque et l'assurance, comme le pétrole, enfin le carburant, c'est la data, on a des équipes et on a des choses à la pointe qui se font. Donc pour moi, il faut avoir des moyens et puis il faut avoir une raison d'utiliser la data. Dans le domaine de l'enseignement ou de ton métier, si on se projette sur les 5 prochaines années, pardon, pour 2035, quelles évolutions vous voyez? Est-ce que d'ores et déjà, par exemple, il y a des chercheurs ou est-ce que tu anticipes déjà d'intégrer des nouveaux cours dans les 2 ans qui viennent? Ouais, c'est un petit peu ça. Quelles sont les tendances qu'on voit venir? Je dirais, oui, les cours dans ton master, dans 5 ans, est-ce que à 80% seront toujours les mêmes qu'aujourd'hui, ou alors ça sera 20%? Enfin, C'est sûr que non, puisque déjà, les cours que je fais aujourd'hui par rapport à ceux il y a 5 ans, ça n'a quasiment rien à voir. C'est-à-dire que ça change tous les jours. Hein. Moi, je me nourris justement de ces expériences quotidiennes pour faire grossir le cours, avoir différents sujets et autres. Voilà, alors, bon, ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que ce qu'on enseigne aujourd'hui ne sera pas enseigné dans 3 ou 4 ans. Ça, c'est certain. En tous les cas, la façon dont on va le faire va être différente et même les thématiques vont être différentes. Ce n'est pas le cas dans je dirais des matières un peu plus classiques comme la comptabilité, la gestion ou la finance. Même s'il y a des évolutions, elles n'en sont pas aussi majeures et aussi en rupture que ce qui se passe en data et en IA. De vous à moi, je n'ai pas vu venir ChatGPT. La version de Mars est sortie, elle est bien plus performante que la 3.5 qui était sortie quelques mois auparavant. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, les cours, les formations vont être complètement différentes et doivent être revues, même pas tous les ans en fait, c'est tous les 3 ou 4 mois. Et pour rajouter là-dessus, je pense, alors je partage tout à fait ce que tu dis. Et d'ailleurs, quand j'étais étudiant, les cours qu'on m'a donnés en data science sont aujourd'hui complètement obsolètes de loin. Et quelque chose, je pense, qui est important, c'est qu'on arrive
à parler de ces sujets et à apprendre aux élèves ces sujets le plus tôt possible, alors sans aller faire du chat GPT en maternelle, mais d'arriver à sensibiliser les élèves très tôt. Moi, à l'époque de mon lycée, par exemple, on avait des cours de technologie où on soudait, je sais plus, un triangle pour mettre sur le vélo, ben, d'intégrer de la technologie moderne très tôt. Et je pense que c'est très important aussi parce que un problème que je vois dans ces filières, c'est que c'est des filières très masculines. Et je pense que c'est lié au fait que c'est une filière qui est très mathématisée. Et donc, c'est vraiment le cursus bac scientifique. Et après, on va aller faire une école d'ingénieur, des études scientifiques. Et après, ça va amener vers ces métiers de la donnée. Et donc, il y a déjà eu cette segmentation et on se retrouve avec en fait des filières qui sont très masculines. Et je me dis, si on parlait, on évangélisait un peu plus les élèves plus tôt, ça permettrait peut-être de développer l'appétence aussi de plus de femmes pour ces technologies, qu'elles puissent après aller se spécialiser là-dedans. Une question intéressante sur le secteur public. Je ne sais pas d'ailleurs si tu as des cours sur le sujet ou peut-être des étudiants qui vont faire des stages dans l'administration par rapport à tous les sujets dont on parle. Bon, il y avait tous ces projets de data open source, de gouvernement, etc. Est-ce que tu Alors, sur la peux peut-être data, nous… oui, sur la data, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont mises à disposition. Donc là, je dirais, bon, c'est en devenir, hein, c'est en train de progresser, mais on va dans le bon sens, très clairement. L'utilisation du digital en général dans les administrations est aussi en bonne voie, hein. Il suffit de voir la déclaration des impôts. Enfin, je veux dire, maintenant, ça fonctionne bien, c'est opérationnel. Maintenant, le souci, entre guillemets, de l'usage de l'IA ou de la data science dans les administrations, c'est le côté confidentiel des données, où typiquement, on ne peut pas se permettre d'envoyer des informations à ChatGPT pour attendre une réponse. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que ces administrations, comme les entreprises d'ailleurs, vont intégrer des outils d'IA génératifs comme ChatGPT, mais d'autres aussi, vont les intégrer dans leur système pour que ces systèmes travaillent sur les données propres à chacune des administrations sans que ces données ressortent. Donc, il va y avoir ces travaux d'intégration, et d'ailleurs, OpenAI fournit tout ce qu'il faut d'un point de vue technologique pour que cela se passe au mieux. Donc, installer à l'intérieur des entreprises, des administrations, des IA, et qui vont pouvoir travailler sur les données de l'entreprise ou de l'administration. D'ailleurs, Jérôme, est-ce que tu as pu constater une évolution dans l'exploitation des données, à savoir, je pense qu'au départ, les assureurs, quoi qu'ils travaillaient déjà, notamment en assurance vie, finalement, sur tout ce qui était table de mortalité, donc des données externes, mais en tout cas en assurance dommages, auto, etc. Est-ce que vous utilisez essentiellement vos propres données, donc les données de vos clients, ou est-ce que vous allez maintenant aussi chercher des données extérieures que vous arrivez à mixer? Alors, on utilise… et notamment des données provenant de Oui, ces oui, on fait technologies. ça, on s'en sert. Alors, il y a plein de données qui sont très précieuses. Il y a notamment de la donnée open data du gouvernement sur la mortalité sur la route. Et nous, on s'en sert aussi pour confronter nos statistiques d'accidents graves. Et c'est une donnée qui est très importante pour pouvoir suivre les tendances de ces événements qui sont très, très rares, heureusement. Ça, c'est un premier exemple. Après, on croit beaucoup dans la donnée externe pour aider à simplifier nos parcours. Aujourd'hui, quand vous voulez un prix pour une assurance automobile, il faut répondre à peu près à 40 questions. Et donc, pareil pour une assurance habitation. Et on pense qu'on peut vraiment réduire ça avec de la donnée externe parce que, en fait, on vous pose plein de questions sur votre voiture, mais en fait, à partir de l'immatriculation, on devrait pouvoir en sortir tout un tas. Alors, on le fait déjà en partie parce que votre logement, si on connaît l'année de construction, la superficie, on n'a pas besoin de vous le demander. Voilà, donc tout un tas de choses comme ça où on pense qu'on peut vraiment améliorer nos parcours. J'ai un autre exemple, il y a des bases sur les immatriculations, on peut récupérer la puissance fiscale, la valeur du véhicule, et c'est tout un tas de choses qu'on ne demandera pas aux clients. Une question sur le secteur de la santé. Est-ce que ça vous inspire? Vous avez peut-être des exemples? Oui, alors, gros secteur, enfin, très, très consommateur d'IA, là aussi avec la problématique de la confidentialité, mais des choses importantes qui sont… Alors, je vais rentrer un peu dans un point je ne vais pas forcément aborder, mais on a un problème avec le deep learning, avec ces réseaux de neurones artificiels, c'est qu'on n'a pas ce qu'on appelle l'interprétabilité. C'est-à-dire que le modèle est très bon, très efficace, très performant,
mais il est incapable d'expliquer. Si on veut expliquer pourquoi il suggère, par exemple, qu'il y a une suspicion de maladie dans des images de scanner, et qu'on lui demande pourquoi, il va être incapable de dire pourquoi. Parce qu'il a des dizaines, des centaines de millions, de milliards de paramètres, et que pour vous expliquer pourquoi, il faudrait qu'il vous explique la valeur de tous ces paramètres. Donc, personne ne pourrait le comprendre. Et donc, le problème que l'on a dans le domaine de la santé, c'est qu'avoir des systèmes qui sont très performants, mais qui ne sont pas explicables, qui n'expliquent pas pourquoi les choses, eh bien, pour les médecins, les professeurs, les docteurs, c'est un vrai problème, c'est un vrai souci. Donc, il y a des cas où on va pouvoir utiliser dans le domaine de la santé le deep learning, et il y a d'autres cas où on ne pourra pas le faire. Par contre, tout ce qui est opération assistée, avec et qu'on met des robots, et là, les IA sont très, très performantes et aident vraiment les médecins, les chirurgiens. Et donc, la santé est un des gros domaines d'application, avec juste ce petit bémol sur le deep learning qui n'est pas interprétable. Et l'endroit où sont stockées les données, qui est aussi un gros sujet, puisque c'est quand même des données très, très sensibles et beaucoup d'entreprises travaillent avec Amazon, Microsoft, etc. Donc, qui ont, pour certains, des data centers en Europe, pas forcément en France. Ça pose tout un tas de questions aussi. D'ailleurs, puisqu'on parle de protection des données, une question concerne la maîtrise de nos data. Est-elle la garantie de nos libertés de demain, que je compléterai en te demandant, Vincent, si dans ton master, eh bien, la dimension éthique est prise en compte? Est-ce qu'il y a des cours, des intervenants justement sur ce sujet de l'éthique? Absolument, absolument. D'ailleurs, je dois dire que bon, ça fait 6 ans maintenant que je gère ce programme. Et au début, j'avais du mal à trouver des gens qui soient capables de parler de data éthique. C'était compliqué à l'époque. Et depuis 2 ans maintenant, on a des professeurs, j'ai deux professeurs notamment de HEC, des intervenants externes, qui viennent spécifiquement intervenir sur ces aspects-là pour sensibiliser les étudiants à cette dimension éthique qui est très importante dans tout ce qui est data et intelligence artificielle. Donc oui, ça se développe. Après, le début de la question… Oui, c'était vraiment la garantie. Est-ce que la maîtrise de nos data est la garantie de nos libertés demain? Il n'y a pas que ça qui va garantir, mais oui, bien sûr. Alors, vous savez que disait Jérôme, là, la question de savoir où sont stockées nos données, et aujourd'hui, les principaux opérateurs stockent les données de par le monde, et donc, du coup, sont accessibles par les agences américaines, très clairement. Donc ça, on a un vrai souci. Maintenant, encore une fois, on a quelques opérateurs français, on parle de cloud souverain. Moi, je pense qu'aussi, c'est au niveau européen qu'il faut qu'on gère les choses, parce que pays par pays, ça va être très compliqué à gérer. Non, en tout cas, c'est une très bonne question. Par exemple, il y a d'autres régions comme en Chine où il y a tout un contrôle qui peut être fait autour des données. Je trouve qu'en France, en tout cas, on a de la chance d'avoir des institutions très fortes et très protectrices envers les consommateurs. On a la CNIL en France qui garantit que les lois de la RGPD sont appliquées. Et en tout cas, moi, de ce que j'en vois dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, c'est que c'est pris plus qu'au sérieux, et que la donnée, elle n'est jamais utilisée pour un usage qui n'est pas ce pourquoi le client a consenti. Les amendes, ça va jusqu'à 4% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc, à l'échelle d'un grand groupe, c'est colossal. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel les entreprises font très, très, très attention. Sachant que les règles ne sont pas les mêmes suivant les pays, notamment aux États-Unis, c'est beaucoup plus libertaire, je dirais. Et en Asie également, il y a des choses qui sont faites, notamment le gros sujet de la reconnaissance faciale dans la rue, qui est tout simplement interdit dans nos pays et qui est tout à fait autorisé là-bas, qui crée du coup, il y a des expertises qui vont se développer dans les pays sur des sujets qui sont interdits dans d'autres, tout simplement. Alors, une dernière question avant de conclure, question auquel on pouvait échapper. Quid de la prise de contrôle des humains par l'IA? Bon, je crois que c'est effectivement… Il y a beaucoup de films sur le sujet depuis très longtemps. Alors, en fait, pour tout vous dire, on a… je disais, il y a 3 niveaux. Il y a l'IA, ce que j'appelle spécifique, ou narrow intelligence en anglais, donc qui sont très bonnes sur un domaine, les échecs, la conduite de voiture, ce genre de choses. Donc là, effectivement, il n'y a pas de risque de prise de contrôle, même s'ils jouent mieux que nous aux échecs ou au Go, il n'y a pas de prise de contrôle.
On va passer donc à l'IA générale, qui va du coup être aussi bonne que l'être humain sur tous les domaines. Et le problème, ça va être ce qu'on appelle la super IA, qui, elle, va être tellement meilleure que nous que, quelque part, on va être complètement dépassé. Et c'est ça dont les principaux acteurs aujourd'hui ont peur, c'est qu'on passe à la dimension où on va être complètement dépassé. Faisable, pas faisable, quand très franchement, j'en sais rien du tout. Merci. Alors, nous arrivons au terme de ce Café Sapiens. Et ce que je vous propose, c'est de vous interroger avec mes questions classiques de fin d'émission. Est-ce que vous avez une idée, un coup de cœur à partager avec le public, des choses qui pourraient les inspirer, un bouquin à lire, un film, un podcast, qui veut commencer? Une idée? Moi, je peux vous parler. Alors, il y a un bouquin que j'avais lu il y a quelques années qui m'avait beaucoup plu. Alors, j'en ai parlé avec toi, Raphaël, la semaine dernière, et tu me disais, ah, mais c'est un classique de la littérature sur l'entrepreneuriat et la transformation. Alors, du coup, je vous donne la référence, c'est The Lean Startup de Eric Ries, qui a dû être écrit il y a une bonne dizaine d'années, et qui est vraiment, enfin, moi, j'ai trouvé très, très bien, à la fois pour monter un nouveau projet type startup ou même en entreprise pour mener un projet de transformation avec tout un tas de conseils de bon sens sur comment rester efficace avec des choses inspirées des méthodes utilisées dans l'automobile. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était très, 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 très intéressant. Alors moi, mon conseil, c'est d'investir, de passer du temps pour comprendre. Et pour ça, il suffit de suivre l'actualité. On a la chance maintenant d'avoir plusieurs articles sur les IA par semaine. Rien que suivre l'actualité, aller voir certains sites. L'idée, c'est pas de rester sur le bord du chemin, comme certaines personnes, malheureusement, sont restées sur le bord du chemin avec l'arrivée du digital. Donc, vraiment être capable de comprendre, même si c'est pas dans le détail, mais de comprendre surtout les enjeux, et notamment les enjeux en lien avec l'éthique et puis l'avenir du rôle de l'IA dans la société au sens large. Très bien. Puis pour ma part, je citerai deux bouquins parus chez un éditeur scientifique de Boeck supérieur, Au cœur de l'intelligence artificielle, écrit par un banquier, Axel Sippel, qui se pose des questions sur les prouesses rêvées, les dangers réels de l'IA, paru en 2020. Et un autre bouquin, L'IA peut-elle penser? Alors, c'est une cousina, donc j'y peux rien, un chercheur physicien qui s'appelle Hubert Krivine, et qui cite, pour le citer, l'IA cherche à prévoir, l'intelligence humaine cherche de plus à comprendre. C'est ce qu'essaye de faire l'Institut Sapiens, et c'est ce qu'on a essayé de faire très, très modestement en passant une heure avec vous. Alors, je vous souhaite un bel été et à bientôt pour un prochain Café Sapiens. Il y en aura probablement un début juillet. À très vite.